Hugo, bonjour. Marie-Sophie, bonjour. Euh, donc, je suis Dominique Roland, le président de Grenoble INP Alumni. Et comme on essaye de faire des portraits de diplômés qui ont eu un parcours un peu remarquable, je pense que c'est ton cas. Et donc, je voudrais te poser une première question, c'est qu'est-ce que tu as retiré finalement de tes études à Grenoble INP? Alors moi, j'ai fait la formation, j'ai fait l'école Cube et j'ai fait une formation dans l'énergie électrique. Et finalement, ce que j'en retire principalement, je dirais, c'est technique et une légitimité dans le management des équipes techniques. Parce que finalement, je n'ai pas exercé en tant qu'ingénieur. J'ai tout de suite monté ma boîte, mais j'ai monté des projets dans la tech. Donc j'ai tout de suite eu à décortiquer des problèmes, écrire des cahiers des charges et recruter des ingénieurs et les faire travailler et les manager. Donc je dirais que c'est ça que ça m'a appris, c'est à cadrer un problème technique, à avoir cette culture générale technologique de manière globale et cette légitimité pour pouvoir manager des équipes techniques. Et aussi, ce que ça m'a apporté, c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer, parce que mes meilleurs amis d'aujourd'hui sont toujours des gens de Grenoble INP et ma fiancée aussi, donc ça m'a aussi apporté ça. D'accord, très bien. Ben, écoute, ça veut dire que tu t'es orienté très vite vers le management, et tu sais que Grenoble INP est en train d'acquérir une composante management, donc ça conforte peut-être un peu ce genre de démarche. Est-ce que tu peux nous dire finalement quelles sont les idées qui t'ont poussé à créer ta boîte? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, j'avais toujours cette volonté depuis le début, même au début de l'école, de créer des choses. J'ai fait le double diplôme avec GEM, avec Grenoble École de Management, qui existait pour la première ou deuxième année à cette époque-là. Et, euh, et ouais, bah, pendant les études, j'avais déjà monté des petites assos, une première liste BDE pour rigoler, qui n'a pas gagné, et ensuite ce qui s'est transformé en BDA, et ensuite j'ai monté un blog à Grenoble avec une dizaine de personnes qui a commencé un peu à marcher, qui était plutôt dans la culture. Donc on avait créé un site internet, on commençait à avoir un petit réseau et tout. Ça, c'était les points de départ. Et finalement, quand il a fallu transformer ça en quelque chose de professionnel, parce que je me suis retrouvé à faire un stage de fin d'études, un PFE à ERDF, à la Défense, dans la direction financière. Et très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être mon truc. Je ne me reconnaissais pas du tout dans la culture d'entreprise des grandes boîtes et je voulais créer un truc à moi. Et en fait, j'ai cherché coûte que coûte des idées. Et j'ai dû faire, je sais pas, très rapidement 5, 6, 7 tentatives de début de projet avant de trouver une première idée qui commençait à marcher. Donc, euh, c'est pas une idée en particulier qui m'a fait vouloir entreprendre, c'est plutôt la volonté d'entreprendre qui a déclenché ces idées. Ça, c'était Hmm. cet ordre-là. Ouais. Et alors, si on reprend ce que tu as dit là, finalement, tu as créé combien d'entreprises? Bah, concrètement, j'en ai créé vraiment trois principales. Et après, il y a eu plein de petits projets annexes, on va dire plutôt de conseil, mais que je ne considère pas comme des entreprises. C'est plutôt des activités de conseil que j'ai pu faire en indépendant, comme du recrutement ou du coaching d'entrepreneurs. Mais sinon, les vraies entreprises que j'ai créées, il y en a eu vraiment trois. Il y en a une première qui est celle qui m'a occupé le plus longtemps jusque-là, qui est celle que j'ai créée juste à la sortie des études, qui s'appelait Orscom et qui a duré 5 ans. Ensuite, j'ai créé une autre entreprise qui a duré peut-être un an, qui s'appelait La Tambouille, qui était une société de livraison de repas à domicile dans des entreprises qui m'occupait un an. Et là, donc depuis un an, je travaille sur une nouvelle entreprise qui s'appelle Let's Give, qui est une application mobile de dons, l'application mobile de dons la plus simple au monde. C'est ça qu'on essaye de créer. Et ça permet à des gens de faire des dons à des associations de manière hyper simple à partir de 5 centimes par jour. Donc c'est vraiment très bas et ça permet à tout le monde de pouvoir contribuer. Euh, ouais, voilà, donc trois pour répondre à la question. D'accord. Et qu'est-ce qui est porteur finalement dans le développement de ton activité? Qu'est-ce qui est porteur? Oui. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à développer ton activité? Hmm, Alors, je dirais que ça a changé avec le temps. Euh, Au début, je dirais c'était je sais pas comment dire, mais
juste la volonté de vouloir créer quelque chose qui fait la différence et d'avoir du succès, un peu presque un boost d'ego au départ. Finalement, au début, on est un peu dans une forme de sprint permanent, puis on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai job et que ça dure longtemps et que c'est compliqué et que ça prend beaucoup d'énergie. Et donc là, une petite phase de remise en question en disant, OK, en fait, pourquoi je fais ça? Et en fait, ce qui me motive aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai eu un deuxième souffle qui m'a motivé à recréer la deuxième et la troisième, et pas du tout pour les mêmes raisons. Là, maintenant, c'est plus... je suis rentré dans une phase plutôt où je suis motivé par la rigueur du process créatif de la création d'entreprise et la discipline que ça demande. J'essaye d'apprendre le plus possible chaque jour et avec beaucoup d'humilité d'essayer de l'appliquer le mieux possible. Et en fait, je me rends compte que je suis très très loin d'être au top sur ce sujet-là, la création d'entreprise, qui est un sujet tellement vaste et complexe qu'on pourrait s'y atteler toute notre vie et ne jamais en arriver au bout. C'est vraiment quelque chose de compliqué et c'est justement cette complexité qui m'attire maintenant. D'accord. D'accord. Et allez-y, Marie-Sophie. Et du coup, moi, je voulais savoir en quoi le réseau est essentiel dans ton activité. Le réseau de manière globale ou le réseau Grenoble Le INP? réseau de manière globale et puis plus particulièrement le réseau Grenoble INP. Alors, le réseau de manière globale, il est essentiel, c'est-à-dire que finalement, l'enchaînement des étapes de création d'une entreprise ne peuvent jamais arriver seuls. C'est toujours grâce à l'aide de certaines personnes dans le réseau, que ce soit pour la recherche de financement, même se faire challenger sur des sujets stratégiques, recruter d'autres personnes et même vendre, donc trouver les bonnes opportunités. Donc le réseau, de manière générale, il est essentiel, il est même crucial. Et finalement, c'est très compliqué quand on se lance en tant que jeune entrepreneur parce qu'on n'a pas de réseau et surtout on n'a pas de légitimité. Donc là, en avançant avec les années, c'est de plus en plus simple. Plus on avance, plus c'est simple de développer ces problèmes. Et le réseau Grenoble INP, je dirais qu'il m'a été utile surtout pour le recrutement, je pense. Parce que dans mon ancienne boîte, dans ma boîte où j'ai dû recruter pas mal d'ingénieurs, j'ai eu pas mal de personnes de Grenoble INP. Ouais, principalement ça. J'avais fait aussi appel à quelques professeurs quand je devais designer électroniquement mon premier produit, parce que c'était un produit hardware, et du coup j'ai rappelé des profs que j'avais eus et qui m'ont aidé, donc c'était cool ça aussi. Et ouais, principalement sur réseauter pour trouver les bonnes compétences techniques, c'est surtout comme ça que ça m'a aidé. D'accord. Et du coup, quels sont tes défis principaux pour les prochaines années? Mes défis, ils restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois qu'on repart dans un projet entrepreneurial, ça va être vraiment des étapes successives qu'il faut passer. Donc là, la première étape, dans le cadre de l'application que je suis en train de développer, c'est la première étape qu'on a déjà passée, c'est atteindre un niveau de satisfaction suffisant. En fait, là, il y a des méthodologies hyper claires maintenant qui sont développées principalement dans la Silicon Valley, parce que c'est là-bas qu'ils savent le mieux développer des produits qui fonctionnent. Donc la première étape, ce qu'ils appellent le product market fit, qui est une méthodologie vraiment passionnante, qui consiste à demander à chaque fois qu'on sort une nouvelle version du software à une quarantaine de personnes, est-ce qu'ils seraient très déçus, un peu déçus ou pas du tout déçus si on leur retirait le produit. Et dès qu'on atteint un seuil de 40% de gens très déçus, alors là, ça veut dire qu'on a atteint un niveau de satisfaction suffisant qui, a priori, fait dire que le produit va avoir beaucoup de succès. Et donc ça, on l'a atteint juste là, il y a quelques semaines. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est, OK, ce produit-là, maintenant qu'il plaît, comment on fait pour que chaque personne ait envie de le partager à ses proches? Et c'est cette boucle qu'on appelle de viralité qui va permettre en fait à un produit d'avoir du succès et de se déployer. Et donc là, on est en plein dans cette phase de travail autour de la viralité. Donc en fait, les sujets, ils sont devenus au fil du temps dans l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, de plus en plus techniques et assez peu conceptuels. On rentre vraiment dans des trucs super précis où on sait exactement l'objectif lequel il est. On a des métriques super précises à traquer à chaque étape. Et en fait,
bah, c'est vrai que ça fait perdre un peu le côté de l'entrepreneur visionnaire qui a des idées de fou, 30 000 à la minute et qui emmène toute sa team je sais pas où. Alors qu'en fait, là, on revient à des choses beaucoup plus terre à terre où on dit, OK, l'indicateur, c'est le coefficient de viralité, il faut qu'il dépasse 1. Et c'est presque un truc d'ingénieur, en fait, hein, vraiment. Donc, je suis revenu à des basiques du basique de l'ingénieur. de l'école. Ouais, D'accord. carrément. Et quelles sont, d'après toi, les qualités essentielles pour entreprendre? Bah, pour entreprendre, la qualité principale, c'est qu'il faut avoir envie d'entreprendre plus que tout. Si ça, c'est vrai, après, tout le reste, normalement, découle de ça. Et après, je dirais qu'il faut beaucoup d'humilité parce que c'est très, très dur. Et qu'il faut beaucoup de curiosité, c'est-à-dire à chaque problème, sa solution. Et il faut avoir envie de la trouver quoi, à chaque étape. Et c'est pas facile. C'est un vrai challenge de tous les jours. Alors certes, plus on avance, plus on a l'expérience, plus la plupart des problèmes, les problèmes, on les a déjà rencontrés. Et c'est de plus en plus simple de trouver les solutions. Mais malgré tout, c'est dur à chaque fois. Même quand on l'a déjà fait, c'est toujours dur. Donc, en grand 1, l'envie. En 2, l'humilité. Et en 3, la curiosité. Ouais, c'est les 3 skills pour moi. D'accord. Et enfin, la dernière question, c'est aux étudiants, par exemple, si tu avais à parler aux étudiants, quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour réussir leur démarche d'auto-entrepreneuriat? Je dirais que le plus important, c'est déjà d'être sûr d'avoir envie de faire ça. Et généralement, on le sait, hein, quand on a envie de faire ça, globalement, c'est un peu une maladie. Quoi. On ne décide pas. Donc ça, il faut l'écouter. Il faut l'écouter tout de suite parce que en fait, ça prend 15 ans de devenir un bon entrepreneur. Donc, il faut commencer tôt, c'est cool. Ça, c'est le plus important. Et 2, je dirais que il faut pas trop écouter ce qu'on dit dans la presse, c'est-à-dire écouter trop les millions qui sont levés par des grands entrepreneurs. Tout ça, c'est une conséquence du dur travail de tous les jours de résoudre tous les petits problèmes. Et ce qui est le plus important, c'est juste de me dire aujourd'hui quel est le problème que je veux résoudre, passer du temps à le définir et chercher la solution. Et en fait, elle est partout. Et les 2 manières principales de trouver cette solution, c'est de lire tout ce qui existe sur Internet. Il y a des millions de trucs et c'est super bien documenté. Et de me faire des amis. C'est-à-dire de rencontrer des gens qui ont déjà résolu ces problèmes et qui vont m'expliquer en 1 minute au lieu de 10 heures de recherche comment je vais résoudre ce problème. Et donc ça, c'est la plus efficace des méthodes. Quoi. Oui. Je dirais vraiment ça. S'entourer et apprendre. C'est vraiment les deux trucs les plus importants. Il n'y a pas de petits problèmes. Quoi. Le problème que j'ai à résoudre aujourd'hui, tant que je ne l'ai pas résolu, mais en fait, ça sert à rien de s'intéresser à des plus grands problèmes. C'est que celui-là qui est important. En fait. Oui, et ce qui est bien là, c'est que tu reviens vers la notion de réseau. Et en tant que diplômé de Grenoble INP, tu as à ta disposition un réseau assez vaste, qui est le réseau des diplômés que nous efforçons d'animer et auquel, bien sûr, tu viens de contribuer. Est-ce que Marie-Sophie, vous avez quelque chose à ajouter? Pas du tout, effectivement. Ouais. Je suis d'accord avec vous, Dominique. Hugo, dans sa conclusion, faisait ressortir l'importance du réseau pour pouvoir avancer, d'être bien entouré. C'est la force du réseau. Merci beaucoup, Hugo. Il n'y a pas de problème. Merci. Je suis contactable sur LinkedIn sans problème. Je reçois parfois des demandes de personnes de Grenoble, du réseau Grenoble INP pour de l'aide et je l'apporte volontiers pour des gens qui sont très motivés. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci. Merci Hugo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.